Bonsoir à tous, transition est faite. Pierre, je te mets le son. Tu peux parler si tu le souhaites, on devrait t'entendre. Bonsoir tout le monde. Parfait. Alors, j'ai pas grand chose à dire en introduction. Si ce n'est quand même, je le fais trop rarement, mais puisque tu es là, remercier ceux qui sacrifient de leur temps libre pour voilà, venir nous donner envie de découvrir des choses. Alors c'est vrai qu'avec toi c'est même toujours la littérature, mais bon voilà, ça peut être autre chose selon les souhaits de chacun, mais en tout cas voilà, merci. Et je commence direct, dans le vif, avant que tu commences, question habituelle, pourquoi ce bouquin et pourquoi cet auteur? Alors pourquoi cet auteur? Parce que quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, ma prof d'anglais ne tardait pas d'éloges sur Henry James. Et elle le comparait toujours à Proust. Toujours à Proust, c'était le Proust américain. Voilà. Et n'ayant jamais pu lire Proust, parce que c'est un bouquin qui me tombe des mains malheureusement, Faut voir qu'il y a des qualités. je m'étais dit que je vais essayer par le pendant américain. Et la simplicité de ce texte-là est qu'il est court. Il fait 90 pages. Ouais, c'est une nouvelle. Et Enfin, donc je veux ça dire, permet une entrée. c'est pas C'est une une nouvelle, nouvelle, mais oui, ouais. c'est ça. Ok. Ok. Si, c'est une nouvelle. Et donc ça permet d'entrer dans le vif du sujet Ouais, sans se par, taper, par quelque chose Ouais, d'assez accessible. je comprends, C'est ça. je comprends bien. Effectivement, tu commences par le tour d'écrou, ça peut être un peu lourd. Me Proust d'ailleurs. Mais alors que là, ça permet vraiment une introduction à Henry James, qui est quand même un auteur assez difficile d'accès. Moi, Par quelque chose de simple. C'est pour ça que je présente celui-là et pas le Tour d'écrou, par exemple. je comprends. Alors moi, je l'ai jamais lu. Je suis sûr que c'est très bien en plus, donc je suis très content que tu viennes le faire. Bon bah du coup, j'aurais pas forcément grand-chose à ajouter en termes sur l'auteur et sur l'œuvre. Après, je ferai mes interventions, hein, mais je suis sûr que c'est très intéressant. Je pense que je le présenterai un jour au travers d'une œuvre peut-être un peu plus longue. Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que la vie est comme ça. Hein, des fois, t'as pas, tu lis des choses et d'autres. Bon, ok, bah écoute, sur ce, je te laisse la parole et je t'interromprai si je ressens le besoin. Allez, vas-y. Comme à chaque fois, on va commencer par une petite biographie de l'auteur. Henry James, né le 15 avril 1843 à New York, au sein d'une famille intellectuelle aisée. Son père, Henry James Senior, est un penseur religieux et un théoricien influencé par le mysticisme suédois d'Emmanuel Swedenborg. Donc on est sur des populations du Nord bourgeoises. Mais alors, La famille James accorde une grande importance à la culture. je t'interromps, mais si quelqu'un un jour a envie de parler du Swedenborgisme, n'hésitez pas. Hein, je suis sûr que c'est très intéressant. J'y connais rien. Je sais que c'était un inventeur, je sais qu'il a eu un rôle Moi non très plus. important dans l'Angleterre victorienne, mais je connais pas du tout sa pensée. Et je suis sûr que ça doit être très bizarre, très mystique. Que bon, peut-être que dans nos auditeurs, on aura un jour un expert qui viendra nous en parler. Donc je lance la bouteille à Spécialiste. la mer. Vas-y. Comme toute famille intellectuelle et aisée de l'époque, hein, James accorde une grande importance à tout ce qui est la culture, l'éducation, on peut dire cosmopolite, et la réflexion morale. Voilà, on a vraiment la bourgeoisie de son temps, très ouverte, notamment sur l'Europe, pour des Américains qui voient encore l'Europe comme la patrie, Bah, ancienne patrie en quelque sorte. je suis désolé, hein, j'interviens encore, mais je pense que, alors je connais pas sa vie, j'ai pas lu sa biographie, mais il doit, enfin je veux dire, vu l'époque 1843, il est clair que ça doit être un émigré européen récent, de son père ou son grand-père, je sais pas, mais je pense que c'est des gens qui ont encore une attache à l'Europe au travers l'histoire familiale, quoi. Je pense. Je sais pas après, hein, mais Qui s'est perdu avec le temps, mais à l'époque, effectivement, c'est ça. les États-Unis voient l'Europe comme un grand-père, au pire une arrière-grand-mère, mais voilà, Ouais, c'est ça, ce sont c'est des que choses les assez... attaches sont peut-être plus profondes encore, quoi. On est qu'en 1843 et c'est vrai que j'ai regardé, tiens, c'est son grand-père qui est arrivé d'Irlande, en l'occurrence. Donc ouais, ça fait quand même un lien assez proche, familial, ouais. Ok, bah je savais pas, tu vois, on apprend tous les jours. Allez, vas-y. Grâce à la fortune familiale, Henry James reçoit une éducation exceptionnelle pour l'époque. Entre 1855 et 1860, il voyage fréquemment en Europe, que ce soit seul ou avec ses parents. Il va ainsi à Paris, à Genève, à Londres, à Bologne, à Bonn, plusieurs pays. Il apprend plusieurs langues, il découvre les grands classiques de la littérature européenne.
et développe très tôt une curiosité intellectuelle pour les différences culturelles naissantes entre l'Amérique et l'Europe, qui sera un thème central de son œuvre sur l'intégralité de ses écrits. Contrairement à son frère William James, un autre personnage assez connu des connaisseurs, comme on dit, qui est le futur fondateur de la psychologie pragmatique américaine, Henry ne suit pas une formation scientifique pure et dure. Et après quelques tentatives sans conviction à l'école de droit à Harvard, il se consacre rapidement à la littérature. Fortune familiale lui permet de ne pas travailler, qui est plus pratique lorsque l'on veut écrire. C'est simple, ouais. Et il commence à publier dès les années 1860. Donc ce sont d'abord des articles journalistiques, puis des nouvelles dans des revues littéraires comme The Atlantic Monthly. En 1871 paraît son premier roman, Watch and Ward, suivi par des œuvres plus ambitieuses, plus longues, comme Roderick Hudson en 1875, The American en 1877, Daisy Miller en 1878, qui est vraiment la première œuvre qui lui assure une renommée, et surtout le plus connu de cette période, Ouais, qui est Portrait de The femme. Portrait of a Ouais, Lady, effectivement, ouais, Portrait de femme. Portrait de femme, Ouais, exact. considéré comme son premier chef-d'œuvre, Et et alors, qui a été adapté nombreuses fois au cinéma. ouais, effectivement, ça c'est parlant, ouais, c'est clair. Et petite question, parce qu'il est né en 1843, il participe pas à la guerre civile américaine? T'aurais pu, je sais pas. J'ai rien vu là-dessus. Ok. Après, je pense qu'il était en Europe à cette époque-là, je crois. Il était déjà parti. Ok. Bon, il est américain, mais il a vécu la grande majorité de la majeure partie de sa vie en Europe. Ok. Ses œuvres s'inscrivent alors dans un courant plutôt réaliste. Il est influencé par Balzac, Eliot, Nathaniel Hawthorne et Turgenev, qui est son auteur préféré selon ses dires. Ah bah, on Et on ressent ici toute l'éducation. On parlera de Turgenev un de ces jours. Je sais plus quand, mais on parlera de Turgenev dans mes vidéos. Il le mérite. Henry James, on ressent ici donc l'éducation bourgeoise et cosmopolite, comme les lords anglais qui, au milieu du 19e siècle, partaient faire leurs humanités en Italie et dans le sud de la France. Le grand tour. On est un peu sur leur grand tour. Ouais. On est un peu sur ce modèle-là, avec le bourgeois américain qui va faire ses humanités sur le vieux continent. Henry James y développe dans ses premiers ouvrages une narration assez subtile, avec des personnages psychologiquement complexes. On reconnaît ici Hawthorne ou Balzac, et surtout il commence une analyse des différences morales et culturelles entre l'Europe et les États-Unis. On a ainsi un thème assez récurrent qui est l'opposition entre le raffinement, qui peut parfois être qualifié de décadence de l'Europe, et l'innocence, que l'on pourrait qualifier de naïveté du Nouveau Monde. Et c'est un thème qu'on retrouve pas mal, c'est un thème qui va s'imprimer pendant longtemps. Là, je pense à La peau de Malaparte, dont on parlera aussi d'ailleurs, mais qui oppose un peu l'arrivée, tu sais, des Américains en Italie, vue par Malaparte, avec leur façon de penser par rapport au monde européen. Mais il y en a beaucoup, c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, cette opposition entre les deux mondes, tu sais, moral et religieux américain face à notre vision, nous, des choses. C'est d'ailleurs à se demander si c'est le réel qui crée le mythe ou le contraire, mais je trouve que c'est intéressant de faire ce travail là que tu fais, de voir une vision américaine, même s'il a vécu en Europe. Et après, tu parles de décadence, est-ce qu'on y oppose, parce que tu sais, raffinement et innocence, ou décadence et naïveté sont pas forcément opposés, est-ce qu'on parle de décadence, et est-ce que lui y oppose à cette décadence européenne une vision, tu sais, de la droiture et de la vertu américaine en face de cette décadence européenne? On est effectivement sur les mœurs. Ok. Un mec du Nord, c'est un puritain. Ouais, non, mais d'accord. James. C'est intéressant parce puritain, que c'est. Donc, sur certaines. J'imagine qu'à Paris, dans le milieu littéraire de son époque, il a dû en voir certaines qui ont pu un peu choquer. Ouais. C'est intéressant parce que ça, c'est un thème la pensée d'un puritain bourgeois américain. C'est un thème qui existe encore aujourd'hui dans la pensée américaine par rapport à l'Europe, quoi. Donc, ouais, non, c'est intéressant. En 1875, il s'installe définitivement en Europe, d'abord à Paris, où il rencontre Flaubert, Zola, Maupassant, Turgenev, puis à Londres, où il se sent plus à l'aise du fait de la proximité linguistique, évidemment. En 1876, il décide de s'installer durablement en Angleterre, et ce choix
renforce le regard critique qu'il porte sur les États-Unis et l'Amérique de façon plus générale. Il observe à distance les mutations politiques et sociales. On est très peu de temps après la guerre civile. On a l'immigration des Noirs du Sud vers le Nord. Euh, toutes ces bouleversements sociaux, il peut observer ça à distance, en ayant connu ça de l'intérieur dans un premier temps. Dans les années 80 à 90, il approfondit son style et une vision artistique. Ses romans deviennent plus introspectifs et il s'éloigne des intrigues romanesques assez classiques pour s'intéresser aux dilemmes moraux, aux mécanismes de la conscience et aux non-dits des relations humaines. Parmi ses œuvres majeures, on a Les Bostoniennes en 1886, qui est assez connu également, je pense. Ouais, je pense que je le présenterai. Je pense que c'est celui-là. Les Bostoniennes, qui est une satire du féminisme américain et du progressisme. On est sur une caricature des suffragettes. Ensuite, il y a en 1897 What Maisie You, qui ce regard sur le progrès et en même temps sur ce que le progrès impose aux relations humaines. Et The Spoils of Poynton en 1897. Et le roman, je pense, le plus connu, est The Turn of the Screw, donc Le Tour d'écrou, en version française, qui est un roman fantastique et psychologique où l'ambiguïté devient le principe esthétique fondamental. Tout se joue sur l'ambiguïté dans ce roman, qui mériterait une présentation, je pense, mais non, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque ça prendrait un peu trop de temps. Eh ben, n'hésite pas à revenir nous le présenter. Hein. La dernière phase de la carrière de James, qui est souvent appelée sa période tardive, entre 1900 et 1916, sa mort, est marquée par une évolution stylistique radicale. Ses phrases deviennent plus longues, plus sinueuses, parfois très complexes. Il adopte un style indirect libre très élaboré, destiné à épouser les méandres de la pensée des personnages. C'est cette période qui en fait le Proust américain selon certains commentateurs. C'est à cette époque qu'il écrit ses œuvres les plus denses, les plus longues et les plus abouties, telles que The Wings of the Dove en 1902, The Ambassadors en 1903 et The Golden Ball en 1904. Et enfin, la célèbre nouvelle The Beast in the Jungle, donc La Bête dans la jungle, en 1903, qui sera le sujet de cette chronique. Il explore des thématiques de plus en plus existentielles, la solitude, l'irréversibilité du temps, la peur de l'engagement, la conscience morale, la mémoire des autres et la perte de l'autre également. On sent que c'est un homme vieillissant qui n'a jamais été d'une constitution très solide. En parallèle, James travaille comme critique littéraire, théoricien de romans, dramaturge, même si ses pièces de théâtre sont moins réputées, pour ne pas dire inconnues. Il développe alors une conception très moderne du roman comme exploration de la conscience, influencée par l'esthétique impressionniste, qui sera grandement réutilisée par tous les auteurs des années 50-60 du nouveau roman français, tous les Butor, ah mince, celle qui a écrit Un barrage contre le Pacifique, j'ai oublié son nom. Donc tous ces auteurs-là sont très proches de la pensée de la vision de l'écriture de Henry James. Je pense que tu penses à Marguerite Duras, c'est ça? D'un point de vue plus personnel, il reste toute sa vie célibataire et sans enfant. Sa correspondance laisse entrevoir des affections profondes pour certains jeunes hommes, mais aucune relation amoureuse explicite n'a jamais été prouvée. Certains biographes suggèrent une possible homosexualité réprimée, mais James est resté assez discret et pudique sur sa vie privée, puritanisme oblige. Ouais, enfin, je pense qu'à ce que tu dis, on a assez d'expérience biographique pour savoir Il est très marqué par la Première Guerre mondiale, ce que tu me dépeins et là, notamment ce qu'il lit sur la violence allemande à l'encontre des civils belges, qui est un topos assez courant aux États-Unis pour demander l'entrée en guerre des USA aux côtés des Alliés. Suite à l'enclenchement de la Première Guerre mondiale, il s'engage moralement et politiquement en faveur des Alliés. En 1915, il prend la nationalité britannique par solidarité envers le Royaume-Uni, pays qu'il considère comme sa patrie d'adoption, depuis le refus de soutenir plus en avant les Alliés par l'application stricte de la doctrine Monroe. Tu m'entends ? Il meurt à Chelsea, donc à Londres, le 28 février 1916, à l'âge de 72 ans. Il est enterré aux États-Unis, à Cambridge, dans le Massachusetts. J'ai l'impression que tu ne m'entends plus. Vas-y, parle. Je couperai tout ça, hein, c'est pas grave. Je t'entends sur Discord. Tu m'entends sur Discord maintenant ?
Ah, j'ai coupé le son sur Twitch, je t'entends sur Discord. Ah, quelle connerie, merde. Ok, bah, c'est pas grave, c'est bon. C'est tout bon. J'en étais où du coup? Donc c'est bon, tu me confirmes que ça fonctionne. Là, je t'entends très bien. Bon bah super, bah écoute, on passe par appel, alors bah écoute, il faut pas chercher. Je couperai ça au montage. Non, je t'ai dit François Sagan et je t'ai dit qu'il était homosexuel. Allez hop, c'est bon, c'est passé. Allez, vas-y. Et c'est pas François Sagan, un barrage contre le Pacifique. Qu'est-ce que je Marguerite t'ai dit? Duras. Marguerite Duras, putain, mais c'est ce que je t'ai dit, Ah, Marguerite Duras. on est revenu. Ah non, mais je t'ai dit Marguerite On est Duras, revenu. excuse-moi, qu'est-ce que je dis François Sagan, je suis parti sur autre chose. Non, Que... je t'ai dit Marguerite Duras au moment où tu disais barrage sur le Pacifique. Et voilà. Et donc, Ça homosexuel. commençait à m'étonner que je t'entende plus. Ah bah c'était. Oui, je comprends, je comprends, je Je me suis comprends. dit, bah, c'est bizarre, il y a un problème. Et je me disais, pareil, j'étais en train de me dire, mais il continue, il continue. Bon, et que c'est cool, t'inquiète, je couperai, on se rendra compte de pas grand chose, c'est pas très grave. Allez, on est reparti, c'est top, nickel. Allez, vas-y, on voit. On est reparti. Yes. Alors, comme je disais, il meurt à Chelsea, à Londres, donc, le 28 février 1916, à l'âge de 72 ans. Il est enterré aux États-Unis, à Cambridge, dans le Massachusetts. Henry James est aujourd'hui considéré comme l'un des fondateurs du roman psychologique moderne, hein. Il est un passeur entre les traditions européennes et américaines, et un écrivain qui a renouvelé la narration romanesque en mettant au cœur du récit la perception, la subjectivité, le doute et le silence. C'est assez étonnant quand on lit la manière dont il met en place le silence. On peut se dire que le silence, on se fait chier quand on lit du silence. Eh bien, pas du tout. C'est assez étonnant. Son influence est assez immense. On le retrouve chez Virginia Woolf, chez Marcel Proust, chez William Faulkner, chez James Joyce, mais aussi dans le roman anglo-saxon contemporain, comme chez Ian McEwan ou les Julian Barnes. Euh, la biographie est donc terminée. On va passer au résumé de cette petite nouvelle. Euh, on entend bien là, hein. Oui, on t'entend bien, t'inquiète pas. On t'entend bien, y a pas de Ok, bah, souci. j'ai peur du coup. Je comprends. Je comprends, mais pareil, je me dis, est-ce Du qu'il coup, je me m'entend? dis, putain, ça fait 5 minutes qu'il parle plus. Non, Qu'est-ce qui se non, non, passe? t'en fais pas. Non, mais j'aurais pu te demander. Enfin, j'ai jamais lu d'influence de James sur Proust, hein, mais c'est pas impossible parce qu'il appréciait un certain nombre d'écrivains anglophones, mais je vais pas t'interrompre toutes les 2 minutes non plus, t'inquiète. Alors, donc, le résumé de cette histoire. Le chapitre premier commence dans le cadre d'une vieille propriété anglaise du nom de Weatherhead, que John Marcher, notre héros, quitte à l'occasion d'une réception. C'est là qu'il retrouve May Bertram, une femme qu'il a connue 10 ans plus tôt lors d'un séjour à Naples. Leur conversation, qui est assez banale au départ, devient rapidement plus intime. Et révèle qu'elle se souvient très bien de lui, non seulement de son nom, mais surtout de ce qu'il lui avait confié autrefois. Marcher lui avait parlé d'une intuition étrange, celle qu'un événement hors du commun, d'une ampleur fatale et bouleversante, l'attendait dans sa vie. Il comparait ce pressentiment à une bête sauvage tapie dans la jungle, prête à lui sauter dessus sans prévenir. Marcher est soulagé que quelqu'un d'autre garde la mémoire de son secret. Secret partagé est moins lourd. Il sent que May pourrait être la seule personne capable de l'aider à identifier le moment où la bête surgira, c'est-à-dire le moment décisif de son destin, le moment à ne pas rater. May, qui est intriguée et manifestement assez émue par cette marque de confiance, accepte implicitement ce rôle de spectatrice, voire de gardienne silencieuse de la destinée de Marcher. May et Marcher poursuivent leur relation dans une ambiance suspendue. Rien ne se passe et pourtant ils attendent ensemble. Ils restent ensemble pendant que rien ne se passe à attendre. Marcher ne travaille pas vraiment, il s'engage nulle part, il vit modestement d'un petit héritage familial, il ne porte aucun projet concret, tout est suspendu à cet événement mystérieux qui selon lui déterminera toute sa vie. De son côté, May accepte ce rôle d'observatrice et se montre patiente. Ils se fréquentent régulièrement, discutent, sortent ensemble, mais malgré cette proximité qui se crée, leur relation reste platonique. Marcher ne veut pas tomber amoureux, ni se marier, ni avoir d'enfants, car il estime que ce serait injuste pour une femme de vivre à ses côtés, sous la menace de cette bête inconnue. On comprend que derrière cette excuse, il y a aussi l'idée de ne pas rater ce moment à cause d'une femme qu'on pourrait aimer. Au fil des années, une tension silencieuse s'installe et May commence à douter. Et si la bête n'existe pas? Elle pose des questions plus directes à Marcher, mais il reste enfermé dans sa conviction. Quelque chose d'unique va lui arriver et cela donnera un sens profond à toute sa vie.
Euh, les années passent, le lien entre May et Marcher s'intensifie sur le plan émotionnel, mais toujours sans expression amoureuse explicite. Ils continuent à attendre ensemble que quelque chose se produise. May commence à manifester ses signes de lassitude, elle devient plus réservée, moins vive, son état de santé semble décliner. Marcher, toujours prisonnier de son idée fixe, ne comprend pas la transformation de son ami. Il reste focalisé sur son propre sort, convaincu que la bête n'a pas encore surgi. Pourtant, May lui laisse entendre qu'elle sait quelque chose qu'il ne voit pas. Elle lui dit qu'il n'a peut-être pas bien compris ce qui devait arriver. Elle semble tenter de lui faire comprendre que le destin s'est déjà accompli, mais Marcher n'est pas capable de saisir ce qu'elle sous-entend, toujours focalisée sur la bête qui pourrait arriver, sur ne pas louper l'instant qui serait fatidique. La narration bascule alors dans la tragédie intérieure. On comprend que le drame est déjà en cours, mais que Marcher ne peut le percevoir, aveuglé par ses illusions. May tombe alors gravement malade, et Marcher, bouleversé, mais toujours dans l'incompréhension, assiste impuissant à son déclin. Il commence à ressentir une inquiétude, mais cette inquiétude reste tournée vers lui-même. Et si la bête ne venait jamais, il n'y a pas d'inquiétude sur la mort prochaine, mais plus sur le fait que son destin ne pourrait pas s'accomplir. Avant de mourir, May essaie une dernière fois de lui faire comprendre ce qu'il a manqué. Elle lui dit que la chose qu'il attendait est bien arrivée, que elle l'a vu surgir, mais pas lui. Ces paroles énigmatiques parviennent pas à ébranler la carapace d'égocentrisme de Marcher. Il lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle meurt sans répondre plus clairement. Il est alors seul et toujours incapable de comprendre ce qui vient de se jouer sous ses yeux. Le moment décisif de la nouvelle est ici. May savait ce qu'était la bête dans la jungle. Après la mort de May, Marcher tombe dans une solitude profonde. Il commence à revoir les événements passés avec un autre regard. Lentement, douloureusement, il comprend enfin la vérité. La bête, c'était la tante elle-même. C'était la vie qu'il n'a pas vécue, l'amour qu'il n'a pas saisi, le bonheur qu'il a repoussé par peur de l'inconnu. Il comprend que May l'aimait, qu'elle est restée auprès de lui pendant toutes ces années par amour, qu'elle aurait pu être sa compagne, sa vie, la mère de ses enfants, mais il a tout gâché, parce qu'il attendait un événement plus grand, plus spectaculaire, sans voir que le drame, c'était le temps perdu à le rechercher. Dans une scène finale assez poignante, il visite la tombe de May. Là, confronté à sa perte irréversible, il ressent enfin ce que c'est que d'être frappé en plein fouet par la bête dans la jungle. Ce n'était pas un destin grandiose, mais la conscience brutale d'être passé à côté de sa vie. La chute est intensément tragique. Ce n'est pas la mort ou le désastre qui ont frappé Marcher, mais quelque chose de plus terrible. C'est l'absence de vie véritable. C'est la vacuité d'une existence fondée sur la peur et l'attente. Le châtiment d'avoir voulu échapper au banal pour finir dans le néant. À mon Voilà tour. comment se À mon termine tour. C'est l'heure de mon intervention. petit. Maintenant que tu as terminé ton résumé, j'essaye de réfléchir rapidement à ce que ça m'inspire. J'aime bien ce genre d'édification. Après, j'ai vite compris pourquoi tu avais choisi de parler d'un autre livre à la fin, sur les ouvertures. Et par ailleurs, je trouve que tu as assez bien résumé la chose. C'est assez concis pour qu'on comprenne bien. Je serais curieux de vérifier, mais je serais pas surpris que notre auteur chéri ait été un dépressif, parce que c'est vraiment un thème c'est vraiment un thème de personne. C'est un terme de dépressif, effectivement. C'est un thème de personnes sujettes à la dépression. Mais en tout cas, de ce que tu as dit, c'est assez évident effectivement que l'allégorie est transparente. La bête, c'est la vie. Tu vas citer un autre livre, comme j'ai dit en ouverture. Il y a aussi, je trouve, à ce que tu as raconté là, il y a un peu d'Oblomov aussi, avec une vision très différente dans l'exégèse, parce que là où Oblomov refuse un peu la vie, il le fait un peu en philosophe, il l'accepte, il a des regrets, mais il accepte son statut d'être en fait une proie de la bête, il la cherche pas tellement, il la traque pas, il l'attend pas. Et c'est intéressant de voir que deux types de vies similaires dépeintes par des auteurs, bien entendu, tout ça c'est du romanesque, mais ça fait ressortir des philosophies contraires, parce que finalement la fin est très différente. Marcher a l'air d'être, comment dirais-je, frappé par la chose, là où Oblomov a parfaitement accepté son sort et d'être effectivement d'avoir attendu quelque chose qui n'arriverait jamais, et finalement il le prend avec une plus grande philosophie. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je me demande, parce qu'on a parlé de sa biographie au tout début, si
si cette solitude-là de la fin, c'est pas aussi un peu une parabole de la propre vie de l'auteur, au moins sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a Oui. quelque chose de proche parce qu'il enfin tu vois, en tant que célibataire endurci, mais peut-être involontaire au vu de ses goûts supposés, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu une parabole du type qui a pas voulu vivre ou qui en tout cas a attendu toute sa vie des choses et qui est passé à côté de la profondeur de l'existence, quoi. Mais bon, c'est ce que... C'est une nouvelle de sa dernière période, hein, la Mhm. période un peu plus dépressive de l'auteur. Donc effectivement, Ouais, puis on est là-dessus. d'un certain Et âge aussi, ouais, qui permet peut-être de faire un bilan un peu de l'existence, quoi. Quand tu commences à avoir, je sais pas quel âge, euh, je sais plus quel âge il a, 60 balais, quelque chose comme ça, mais oui, là, en 1903, ouais, il a ça. hmm. Il a une fin de cinquantaine. 1843, t'as dit, je crois. Oui, bah c'est ça, il a 60 balais, ouais. Et il Ok. meurt à 72 ans en 1916. Donc 13 ans, ouais, donc 59, oui, ok. Ouais, ouais, 59, 60, ok. Ouais, non, non, mais je trouve que c'est assez. Il y a un parallèle quand même assez clair, je trouve, entre le personnage et sa propre vie, même si, bon, ça reste du roman, mais on dresse tous des paravents pour ne pas parler de nous-mêmes, hein. Bref, bon, bah vas-y, écoute, je te laisse poursuivre ta deuxième partie, l'analyse un petit peu de l'œuvre. Analyse plus profonde. Allons-y en profondeur. La première partie de cette analyse, avec, très bien avec Henry James. Voilà. La première partie sur la croyance en un destin exceptionnel qui, en fait, se transforme en illusion aliénante. Dès les premières pages, Henry James installe un climat d'énigme autour de son protagoniste, John Marcher, qui est un homme convaincu d'être promis à une expérience unique, comme vous l'avez compris avec mon petit résumé. Euh, une expérience presque mystique, en quelque sorte. Ce sentiment est présenté comme une vérité intime, un pressentiment inexplicable, mais obsédant. Il est certain que cette chose de rare, peut-être terrible, on ne sait pas, va bouleverser sa vie. Cette idée prend donc la forme, la métaphore filée de la bête dans la jungle, image centrale du texte. Une bête tapie, silencieuse, invisible, attend le moment propice pour bondir. Cette image crée un climat de suspense existentiel pour le personnage. Il n'est pas nourri par une action externe, mais par une tension intérieure psychologique. C'est Marcher qui, tout seul comme un grand, passe à côté de sa vie. Je pense qu'on a une vision aussi américaine de la chose, qui est très individualiste dans la forme. C'est le personnage n'est que le propre, euh, n'est que les propres, ne subit que les conséquences de ses choix. La bête est à la fois une menace et une promesse, une catastrophe et une révélation, mais son identité demeure indéfinissable. Pour citer le texte, au tout début, l'une des premières phrases du livre, il avait toujours eu, au fond de lui, le sentiment qu'un événement, une catastrophe, quelque chose de rare et de terrible, surgirait un jour dans sa vie. À travers cette métaphore, Henry James explore le désir d'exception, d'un destin hors du commun qui distingue le personnage des autres, mais cette croyance agit comme une prison mentale. Elle empêche John de vivre normalement, de s'engager dans le présent. Il s'auto-isole, se pense à part et projette dans l'avenir une destinée extraordinaire sans jamais la confronter à la réalité. Cette illusion crée une forme d'aliénation intérieure, un enfermement dans l'imaginaire, où l'individu devient étranger à sa propre vie, dans l'attente de l'événement extérieur. Cette croyance, loin d'être simplement théorique et philosophique, structure la vie entière de John Marcher. On n'est pas uniquement sur une personne normale, en quelque sorte, qui s'attend à quelque chose, mais qui vit sa vie sans l'attendre. Tout dans sa vie est structuré à partir de cette attente. Elle détermine son comportement, ses choix, ou plutôt ses non-choix, du coup. Elle devient le moteur paradoxal de l'inaction, qui constitue le tragique du récit. Cette attente stérile, qui est vue comme une inaction, l'inaction est vue comme une tragédie silencieuse. La grande originalité de La Bête dans la jungle réside dans son absence d'événements. Il ne se passe rien, en fait. Pour faire très simple, on a 100 pages de rien. Contrairement au récit traditionnel, il n'y a pas d'effet spectaculaire. Tout repose sur l'attente, sur le vide. Cette attente prolongée, vaine, stérile, qui crée une forme de tension dramatique inversée, où le drame naît du refus d'agir, du report constant de l'existence et de l'action. John Marcher refuse de vivre pleinement, il a peur de compromettre l'apparition de l'événement.
Ce renoncement est renforcé par la figure de May Bartram, une femme douce, intelligente, discrètement amoureuse de lui, et qui accepte de partager cette attente avec lui, de partager ce fardeau en quelque sorte. Elle incarne une forme d'amour silencieux, inconditionnel, une présence offerte, mais non reconnue par Marcher lui-même. À la fin, avant sa mort, le narrateur nous dit « elle avait deviné, elle avait compris, mais il n'avait rien vu ». Le drame se noue alors dans cette relation platonique, marquée par l'absence des gestes, de déclaration, d'engagement. Les deux personnages s'accompagnent tout le long de la nouvelle, ils se regardent, ils se soutiennent, mais sans jamais franchir la limite du sentiment explicite. May est dans l'attente d'un éveil de John, qui se rende compte que la bête est en train de la voir, en quelque sorte. Lui, il est dans l'attente d'un choc venu d'ailleurs. Ce double malentendu fait de cette relation une tragédie, de ce qui aurait pu être. L'attente devient ici l'expression d'une peur profonde, la peur de vivre, de se tromper, de s'abandonner, de rater quelque chose. Marcher, en quelque sorte, il choisit la sécurité du rêve au lieu du risque de l'amour. L'inaction n'est donc pas le fruit du hasard, mais le produit d'une logique intérieure, celle du refus de se confronter à l'imprévisible de la vie. Cette attitude trouve son point d'orgue dans la dernière partie de récit, lorsque la mort de May oblige enfin John à ouvrir les yeux. C'est à ce moment que la bête bondit enfin, non pas dans le réel, mais dans la conscience du personnage. Une des très jolies phrases de la fin du récit, je cite « Le nom inscrit sur la pierre le saisit comme l'avait fait le passage de son voisin. Et ce que ce nom lui disait en plein visage, c'était que ce qu'il avait manqué, c'était elle. Telle était l'affreuse pensée, la réponse à tout le passé, la vision dont la terrible clarté le rendit aussi froid que la pierre à laquelle il s'appuyait. Tout s'accordait, s'éclairait, s'expliquait d'une manière foudroyante, le laissant avant tout stupéfait de l'aveuglement qu'il avait cultivé. » Cette révélation finale est une prise de conscience tardive, trop tardive. La dernière section de la nouvelle, le dernier chapitre de la nouvelle est très intense émotionnellement. Après la disparition de May, John prend conscience dans cette forme de révélation brutale que l'événement qu'il attendait n'était rien d'autre que l'absence d'événement, c'est-à-dire l'échec d'avoir vécu. La bête n'était pas une catastrophe extérieure, mais le vide qu'il a lui-même creusé en lui. Par ses peurs, ses fuites, ses projections sur l'avenir, la bête bondit au moment où il réalise ce qu'il a manqué. La vie, l'amour, l'instinct. C'était cela la bête qu'il avait passé à côté de la vie, pour citer de nouveau le texte. La nouvelle devient alors une grande parabole du regret. Le personnage est confronté à l'irréversibilité du temps, tout est fini, May est morte, et avec elle toute possibilité d'amour ou de réparation de cette attente. Le drame est absolu, car il aurait pu être évité. C'est une tragédie, non pas du destin, mais de la conscience. John est responsable de sa chute parce qu'il a choisi de ne pas voir, de ne pas vivre et de rester enfermé dans sa prison mentale. Le style Henry James, qui est fait de longues phrases sinueuses, de silences assez lourds de sens, renforce cette impression de lente descente intérieure. La narration éprouve la dérive mentale du personnage entre illusion et lucidité tardive. Ainsi, La Bête dans la jungle se termine non pas sur un coup de théâtre, mais est bien plus décevante en fait. C'est une révélation intérieure qui est dévastatrice, qui donne à la nouvelle une dimension existentialiste avant l'heure. L'homme n'est pas victime du sort, mais de ses propres choix, de son incapacité à choisir. Encore une fois, je pense qu'on voit bien la filiation américaine, la filiation culturelle américaine dans le récit. Et effectivement, c'est vrai que on peut pas parler de coup de théâtre parce que je vais pas te mentir j'ai lu donc comme je t'avais dit tes notes et c'est vrai que dès les 3 premières lignes, je savais effectivement le sens qui allait être donné à l'œuvre effectivement, mais c'est très intéressant. Après, je sais pas si ça doit plaire à tout le monde parce que au-delà du style que je connais pas, mais je sens que le livre implique, même si ça ne dure que 90 pages, mais en termes de personnages narcissiques et passifs, tu vois, ça doit être une sorte un peu de fable du dialogue et du moi, donc je pense qu'on doit avoir un peu envie de le secouer, le personnage principal, enfin je le sens comme ça. Ça me fait penser à d'autres livres effectivement qui ressemblent, où on a envie un peu de secouer ce personnage qui est passif, parce que
Je l'ai pas lu, mais c'est vrai que si c'est l'absence de passion ou une sorte d'égocentrisme qui l'anime, on est sur quelque chose d'autre par rapport au livre dont tu veux parler en ouverture. Mais bon, voilà, après tous les chemins mènent à Rome, on arrive au même point finalement sur le drame de l'existence et du non-choix, mais quelque part, il y a ce qu'on t'impose, entre guillemets, et ce que tu choisis aussi, quoi. Donc, c'est vrai que tu peux passer à côté de ton existence, effectivement, dans la vision d'un Henry James. Qui comment dirais-je, a bénéficié de circonstances matérielles favorables qui lui permettaient quand même d'avoir le choix, entre guillemets. Et parfois, effectivement, je connais pas le personnage de Marcher, d'où il vient, comment il vit, mais c'est vrai que il y a les choix que l'on fait et les choix qu'on nous impose. Et parfois, quand on a des choix qu'on nous impose et qu'on lit un personnage qui aurait entre guillemets, toute amplitude pour faire autrement, on a parfois envie de le tarter, effectivement. Ouais. Ça se comprend assez bien, mais bon, ça reste du roman, hein, donc le but est quand même de faire passer un message ou d'édifier, pas forcément de se rapporter à notre réalité, quoi. Vas-y, je te laisse conclure. Pour conclure, avec La Bête dans la jungle, Henry James compose une œuvre qu'on peut qualifier unique, je ne sais pas, mais singulière en tout cas, à la frontière entre la psychologie, la philosophie et la littérature introspective. Il construit un récit sans action, mais où chaque silence, chaque regard, chaque renoncement devient un acte tragique. À travers la figure de John Marcher, il met en scène l'un des visages les plus universels de la condition humaine, l'homme qui attend sa vie au lieu de la vivre. Ouais, c'est ça, effectivement. La bête, loin d'être un monstre extérieur, est ce rien, ce vide, que l'on découvre quand il est trop tard. Cette nouvelle nous rappelle que la grande menace n'est pas ce qui pourrait arriver, mais ce que l'on ne vit pas, par peur de ce qui pourrait arriver. Elle invite à se libérer des illusions de grandeur, à choisir le présent et à ne pas différer l'essentiel. En ouverture, j'ai mis un poème, on va dire, de Ronsard, parce que les gens dont je veux parler cueillent le jour avant que la rose ne fane, qui est un peu dans cette idée de prendre la chose tant que l'on peut la prendre, de ne pas attendre au risque de passer à côté. Mais effectivement, c'est un topos assez c'est un topos assez commun de la littérature. Hein. Parce que c'est humain, parce que c'est une sensation humaine. Il y a des gens, voilà. Je l'ai déjà dit, mais c'est tout simplement ça, la littérature avant tout, c'est d'avoir des gens qui ont la capacité, le talent, comment dirais-je, le sens de l'écriture, de mettre des mots sur ce que l'on ressent tous au fond de nous, auquel d'ailleurs on pense pas forcément, mais qu'un jour peut-être on va ressurgir en nous cette idée de se poser la question, en plus de ça avec le temps qui passe et l'âge qui vient, de se dire qu'est-ce que l'on a fait de sa vie ? Est-ce que on l'a conduite correctement ? Est-ce qu'on est à côté de quoi on est passé ? Est-ce que c'est de notre faute ? Est-ce que c'est autre chose ? Je pense qu'on a tous ces interrogations-là plus ou moins tôt dans notre vie, quoi. Vaut mieux qu'elles arrivent tard d'ailleurs, sinon vous finissez malheureux, mais simplement. Ouais, mais je pense qu'on les a effectivement tous. Hein. Et c'est vrai que dans la littérature, c'est quelque chose d'assez répandu, même si ça peut vite être un piège. Donc j'imagine parce qu'il faut quand même avoir la capacité de le dire, surtout sur des œuvres où il se passe pas grand-chose finalement. Mais c'est vrai que puis c'est très... C'est pas proustien en tant que tel, parce qu'effectivement, Proust boucle autrement la chose. Mais ça reste une réflexion sur le temps, hein, Proust à la base, quoi. Donc effectivement, il y a cette similitude au-delà du style qui se fait assez facilement, sans doute. Ouais. Et donc la deuxième œuvre, effectivement, que tu as mis en ouverture, dont j'ai parlé en vidéo. Œuvre qui est, Le désert des Tartares, que j'ai lu suite à ta présentation d'ailleurs. C'est le but. Est-ce que ça t'a plu ? Oui, tu m'avais dit que ça t'avait plu. Oui, exact. Ouais, je t'avais dit que ça m'avait plu. Qui n'est pas qu'un livre sur ça, hein, qui n'est pas qu'un livre sur l'attente, mais qui en fait quand même une bonne partie de son et de son message d'ailleurs. Ah oui, c'est le message global. Bien sûr, c'est pas la même attente. Non, c'est différent, effectivement. T'as pas envie de le tarter, tu vois ce que je veux dire ? T'as plus de compassion pour le type qui est victime d'un système. Ouais, moi je l'ai trouvé plus... il est plus proche de nous, tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où c'est un administratif, ou un militaire en l'occurrence, peu importe, mais qui est dans un système, et effectivement, qui attend quelque chose, qui doit venir. C'est vrai que le principe est là, l'attente du grand événement, mais il est pris dans un système comme on l'est un petit peu tous, tu vois, le temps qui passe, on attend tous qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus de merveilleux, une évolution de carrière, une opportunité, quelque chose. Et c'est vrai que parfois, mais ça reste la vie... Ce qu'on peut pas reprocher, mais ce qu'on peut trouver dur pour le personnage, c'est cette absence de vie, effectivement, en dehors du cadre professionnel. C'est-à-dire que si tu remixes le désert des Tartares et le mec a une famille, il rentre chez lui le soir et tout va bien,
bon, ça devient notre vie, Sympa. ouais, ça devient notre vie commune à tous, quoi, tu vois, c'est ça qui, je trouve, est un petit peu différent. Mais oui, oui, clairement, il y a des similitudes dans l'œuvre, c'est plutôt bien observé, et je pense que c'est un des premiers bouquins, ouais, qui doit venir à l'esprit par rapport à ce thème-là, ouais, je suis assez d'accord. Donc lisez-le, et lisez Henry James aussi. Lisez-le. Est-ce Lisez Pierre de que... Ronsard, tant eh, qu'à faire. ouais, 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 pourquoi pas, C'est moins pourquoi ton pas. truc, ça. Pourquoi pas, c'est moins mon truc, mais pourquoi pas. Lisez tout, de toute façon, tout est toujours intéressant. Voilà, à part peut-être Annie Arnaud, mais voilà. Et je me permets, parce que je l'ai vu, je suis quand même allé chercher un petit peu. À titre d'ouverture, moi aussi, que je me permets de dire que le livre a été adapté en nanar français avec Béatrice Dalle. Voilà, pour ceux qui ont le courage. Pour te dire le synopsis, je l'ai déjà oublié, mais pourtant je l'ai lu il y a pas longtemps. Enfin, C'est même. pas dans une boîte de nuit. Exactement, c'est ça. Voilà, il passe 20 ans dans une Si, boîte c'est de dans une nuit boîte ou de je sais pas nuit. quoi. Ouais. Et Les années 90, une boîte de nuit électro. voilà, ça a l'air fabuleux. Donc pour ceux qui n'ont pas le courage de Je l'ai lire des vu aussi, livres. mais j'ai Ah, tu l'as préféré vu? ne pas en parler. Ah, mais tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Tu l'as vu J'ai aussi? Oui, pas oui, vu le oui, film, oui, mais d'accord. Ah comme si, toi, en si, faisant des recherches, je l'ai vu il et faut. je me suis dit, bon, On est sur une chaîne bien sûr, on parle de grandes choses. multimédia, donc non, il faut parler du cinéma français, subventionné à l'aide de nos impôts, donc quand même, allez le voir. Hein. Vous regardez-le, louez-le sur les plateformes de diffusion. Ok, t'as terminé? J'ai fini ma petite partie. Ok, bah nickel, et bah écoute, parfait, ça a l'air très intéressant, et puis le format est court, donc si vous voulez commencer par l'auteur, peut-être c'est pas mal de commencer par ça, ouais, effectivement. Je pense que c'est pas une. Surtout que l'idée est assez impactante, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, donc ça me paraît être un bon commencement pour l'auteur. Je pense que je m'y intéresserai un de ces jours, je pense que je le présenterai, si j'y pense. Mais je crois que je le ferai dans un certain temps, parce que j'ai pas mal d'avance dans mes présentations. Mais ouais, je m'y intéresserai un de ces jours. Ça m'a. Tu vois, portrait de femme, tout ça, c'est des choses que finalement, tac, tu vois, ça enclenche quelque chose. Et ouais, finalement, je l'ai jamais lu, donc je pense que je corrigerai ça. Il est jamais trop tard, quoi. Je me permets aussi de relancer puisqu'on est en réception, de relancer sur les réceptions. N'hésitez pas à venir présenter ce que vous souhaitez présenter. C'est pas forcément de la littérature. Hein. On a eu la révolution industrielle, on a parlé des Achéménides. On peut parler de divers sujets. Je pense qu'il faut pas être timide. Il faut pas hésiter parce que les gens sont toujours, même si vous intéressez 3 personnes, ça sera toujours mieux que rien. Donc voilà, à partir du 28 septembre, je suis libre au niveau des réceptions, après l'avenue de Skyros en 2 parties pour finir normalement la révolution industrielle, s'il ne m'échappe pas à nouveau, ce diable de Skyros. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai 5 ou 6 créneaux de libre. Pareil Pierre, hein, si tu veux revenir présenter un bouquin, il y a de la place, c'est avec plaisir. Quand tu veux. J'ai quelques petites idées, mais je t'en parlerai. Aucun souci. Je te dis, entre le 28 septembre et début décembre, j'ai 5-6 dates encore disponibles. Donc faut pas hésiter, moi ça me fait plaisir, j'aime bien recevoir des gens pour parler de choses que je connais pas, donc c'est toujours cool. Et puis voilà, bah écoute, je te remercie. Vendredi, on se retrouve pour du GeoGuessr, donc dernière session de jeu avant qu'on lance la grande partie sur Europa Universalis 4, qui va être absolument fabuleuse et mythique. Et dimanche, on parlera du bleu avec Pastoureau. Et mercredi prochain, donc normalement Skiros vient nous parler de la révolution industrielle. Donc voilà, le programme continue ad vitam aeternam jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Donc bonne soirée à tous, bonne fin de semaine, mais bonne continuation de semaine. Je te remercie encore Pierre d'être venu. Et puis à la prochaine. Pas de soucis. De toute façon, on se retrouve, quoi qu'il arrive, vendredi suivant là, hein, pour Europa Universalis. Donc voilà, écoute, merci encore et puis à bientôt tout le monde.